Oui, mais là, je pense que ça va être Rosanna. Tout le monde est avec nous ce matin, alors on a quand même plusieurs participants. On s'excuse de vous avoir fait endurer ces beaux moments de technologie et de manque de mes capacités technologiques. Alors, je voudrais remercier, avant de commencer, nos partenaires qui ont rendu cet événement possible. Alors, les 10 MRC de la région de Chaudière-Appalaches, également le ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec. Et puis aujourd'hui, bien, on va avoir avec nous quatre étudiantes dynamiques, trois étudiantes dynamiques et puis l'équipe Joyce McLean de l'équipe du Maine. Alors, ces étudiantes au doctorat en administration se sont intéressées depuis quelques temps, pour certaines d'entre elles même depuis plusieurs années, à tout ce qui est environnement start-up, technologie innovante et puis également aussi les études comparatives, autant à l'international qu'au Québec. Et sous la gouverne de Valérie Grandbois, qui coordonne un peu une étude interuniversitaire, Joyce McLean et l'équipe du Maine travaillent à faire une étude pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui anime l'environnement startup, comment on peut reproduire le modèle, comment on peut le rendre plus performant, mais également aussi comment on peut faire pour amener l'économie startup, c'est-à-dire les petites entreprises innovantes à forte croissance, autant dans les régions que dans les villes. Alors, c'est un enjeu. Il y a plusieurs régions qui se posent la question. Et ce matin, bien, elles ont généreusement accepté de venir nous en parler. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à mon amie, je crois, Valérie, qu'on ne voit pas parce qu'on avait seulement 3 participants qui pouvaient voir. Donc, Valérie, je crois que tu vas introduire le sujet pour nous ce matin. Oui, complètement. Merci beaucoup, Michel, pour l'invitation et la petite présentation. Je vais me permettre quand même de faire un peu cette mise en contexte-là pour que les gens qui sont présents quand même en grand nombre en ce mardi matin, en fait, pour que vous compreniez bien quel est le contexte là, de la recherche et des résultats et des constats qu'on arrive à faire là, dans la dernière année. Et comme Michel le mentionnait, moi-même, je fais de la recherche sur les écosystèmes entrepreneuriaux dans le cadre de mes études depuis plusieurs années, là, depuis 2014, en fait, que j'ai débuté. Et le grand projet avec main, c'est un projet qui a débuté là, il y a déjà presque 2 ans. Et si tu veux bien, Rosanna, on pourrait avancer de 2 diapositives. Donc, on va vous faire cette présentation-là là, de ce grand portrait là, qui a commencé il y a 2 ans déjà et qui va se poursuivre pour une autre année officiellement. On espère pour un peu plus longtemps parce que vous allez voir là, que ça a été un projet de recherche là, très fructueux et qui, en fait, nous a permis d'identifier encore plusieurs pistes de recherche qu'on aimerait beaucoup explorer parce que ce sont des besoins des acteurs du terrain. Et c'est un peu le pourquoi de cette présentation-là aujourd'hui avec vous. C'est vraiment pour répondre à vos questions et nous-mêmes aller chercher peut-être un peu plus d'informations. Donc, c'est pour ça que dans le plan de la présentation, vous voyez qu'il y a, oui, une période de questions, mais il y a aussi une discussion animée, structurée par nous, en fait, pour justement engager peut-être la discussion et les réflexions autour de certains enjeux qui sont particuliers à la région de Chaudière-Appalaches et peut-être là, commencer à envisager des pistes d'amélioration, des pistes d'innovation même, hein, parce que c'est de ça dont il est question. Donc, je reviens sur ce grand portrait de l'écosystème startup. Donc, c'est un grand projet de recherche qui se décline lui-même en plusieurs mandats de recherche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne avec plusieurs universités, des duos là, professeurs, étudiants qui se penchent sur une thématique. Et on peut faire là, certaines configurations. Par exemple, on a une étude au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y a 2 étudiants, 2 professeurs qui travaillent sur des volets en parallèle. Donc, un volet sur les entrepreneurs et un volet sur les acteurs. Et comme ça nous permet de faire des analyses concertées. Myriam, qui est une des personnes qui va vous parler aujourd'hui, fait partie de ce projet-là. Mais l'objectif du portrait dans son ensemble, donc avec toutes ces recherches-là, c'est vraiment de créer une base de connaissances commune sur les startups du Québec et tout ce qui est mis en place autour d'elles pour faciliter leur succès. Et ça, c'est vraiment l'écosystème, hein? Donc les services, les ressources, les aspects tangibles et intangibles qui sont offerts en soutien à ces entrepreneurs innovants-là
et tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Et vous verrez là, dans un des constats que je vais vous présenter que ce ne sont pas seulement les acteurs de l'accompagnement ou ces acteurs de première ligne qui font partie de cet écosystème-là. Il y a plusieurs autres acteurs et ça, c'est drôlement important quand on fait l'étude d'un écosystème entrepreneurial. Un autre objectif, c'est vraiment de faciliter les prises de décision chez les différents acteurs impliqués dans l'écosystème. L'objectif, là, c'est d'améliorer la collaboration et développer un référentiel commun. Donc, d'être capable d'avoir une culture qui nous ressemble à ce qu'on fait au Québec, qui ressemble aux différentes régions qui veulent stimuler l'action des startups sur leur territoire et être capable de connecter tous ces réseaux-là pour faire un écosystème québécois qui est fort, qui est efficace et qui est pérenne, donc qui dure dans le temps. Et bien entendu, au cœur de tout ça, c'est les entrepreneurs innovants, cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Le but, c'est de maximiser les chances de succès de ces initiatives-là et de faire en sorte qu'elles puissent, elles aussi, fleurir et devenir là, des modèles inspirants pour le Québec. On a parlé qu'il y avait eu un portrait qui avait été publié déjà, donc il y en a un autre qui arrivera cet été, mais je vous invite là, fortement à cliquer sur le lien, ça va vous emmener sur une page web demain qui est en fait, le collaborateur ou en fait l'instigateur de ce grand projet-là. Et vous allez pouvoir consulter, faire la demande là, pour avoir ce premier portrait qui a été publié et diffusé. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, je vous mentionnais qu'on avait vraiment plusieurs thématiques de recherche qui étaient explorées. Michel en a nommé quelques-unes. Ici, vous avez la liste de tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment 11 mandats de recherche différents qui ont été réalisés jusqu'à ce jour, et ça par la collaboration là, de 5 universités. Donc, c'est vraiment un projet pan-québécois interuniversitaire et pour vrai, sans prétention, c'est du jamais vu d'avoir ce niveau de collaboration-là entre des universités. Juste ici, on a une super belle représentation. Donc, moi, je suis ici de l'Université de Sherbrooke. C'est de là que je fais là, cette coordination et que je participe à ce projet de recherche. On a Rosanna qui est à l'UQTR, donc elle est à Trois-Rivières. Et on a Myriam, qui est délocalisée, mais qui est affiliée à l'UQAC, donc à Chicoutimi. Et chacune travaille avec des professeurs de cette université-là. Elles sont sous leur supervision. Donc, je vous ai déjà mentionné qu'on avait une étude ciblée, par exemple, régionale sur l'écosystème startup du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait partie des thématiques qu'on appelle un peu plus spécifiques. Donc, on va vraiment creuser un aspect bien précis, parfois à la demande d'un partenaire là, qui a un besoin spécifique. Et parfois, c'est sous notre initiative, on va aller creuser des thématiques particulières. On a une autre membre de notre équipe de recherche qui s'appelle Monica, qui a travaillé sur l'abandon des entrepreneurs en mode start-up, des programmes d'accompagnement. Donc ça, c'est très spécifique, et il y a une méthodologie adaptée pour aller chercher ces informations-là. On a aussi des thématiques qui sont plus générales, qui visent vraiment à faire une exploration, essayer de comprendre des dynamiques sous-jacentes, faire des cartographies peut-être, développer des outils pour améliorer là, la compréhension du phénomène. Et là, on a un excellent exemple de ça qui est la publication du premier portrait qui a été fait, qui était un survol. Donc, ce n'était pas un portrait à proprement parler parce qu'il fallait encore définir certains termes. On va revenir là-dessus. Il fallait également être capable de savoir quelles étaient les structures d'accompagnement au Québec qui accompagnent des startups. On a Rosanna qui s'était penchée sur ce sujet. Donc, c'est un sujet qui était plus exploratoire. On allait vraiment voir quelles étaient les structures d'accompagnement dans des régions plus éloignées de Montréal. Comment est-ce qu'elles accompagnaient les startups et comment se manifestaient les startups sur leur territoire. Si tu peux me permettre, Valérie, je vais t'interrompre une seconde. La question que tout le monde pose, c'est est-ce que la présentation va être disponible à la fin? Alors, peut-être tu pourras commenter. Et puis également, je pense que c'est ça un peu qui nous interpelle comme région, c'est de dire, nous, on n'a pas nécessairement beaucoup d'universités sur le territoire. Pourtant, on aimerait bien avoir des entreprises. Comment on va faire? Donc, c'est un peu l'intérêt de vous écouter là-dessus et de dire comment on peut mieux accompagner, encourager toutes ces entreprises. Exactement, puis c'est pour ça qu'on fait des études spécifiques, en fait, parce que chaque région a ses questions, mais a aussi ses caractéristiques particulières qui vont influencer la manière dont elles peuvent
stimuler, soutenir, attirer des startups et même favoriser l'émergence de ces startups-là. On peut passer à la prochaine diapo. Et pour la présentation, normalement, ça va être disponible, hein? On peut partager les diapos, Valérie? Oui, oui, certainement. D'accord. Ça sera envoyé. Juste un petit commentaire, Valérie. Fais attention, ton micro, il accroche quand même ton chandail, je crois, puis ça crée un peu de friction. OK, merci. Je vais le tenir plus haut. Donc déjà, je vous ai présenté là, quelques membres de cette équipe de recherche-là. Il y en a plusieurs autres qui s'ajoutent. Donc, on a plusieurs duos dans des universités différentes. L'autre joueur très important que je veux vous présenter, c'est vraiment MAIN, donc le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, qui est en fait le porteur de ce grand projet-là de recherche. Et ils ont pris la décision, que je trouve très judicieuse, bien évidemment, de s'allier d'universités pour aller chercher vraiment une méthodologie qui était rigoureuse, produire des études qui sont pertinentes pour la science et pour le terrain. Donc, MAIN vient vraiment jouer ce rôle-là d'entremetteur entre l'académique et la pratique. Et ça nous permet vraiment de bien cibler les projets sur lesquels on va se pencher. Et nous, du côté académique, on est capable de développer une méthodologie et d'avoir des résultats qui sont fiables et qu'on peut vous partager comme on va le faire aujourd'hui avec beaucoup de confiance et de fiabilité là, dans ces résultats-là. Donc, je vais céder la parole à Joyce qui va vous introduire au mouvement. Merci. On va faire ça rapidement. Je vais juste vous montrer un peu d'où on vient, d'où on part, puis pour comment on peut... Bon, on est déjà en contact avec Michel beaucoup, mais pourquoi on interagit avec vous. Donc, en fait, le mouvement des accélérateurs, on est né, au début, c'était avec quelques accélérateurs qui se sont dit, OK, on veut se mettre ensemble, on veut se donner des ressources communes pour mieux aider les startups. Bon, c'était il y a 4-5 ans. Les startups, c'était vraiment une affaire d'accélérateurs, d'incubateurs à l'époque. Depuis, on a grandi, puis on est un mouvement qui travaille avec tous ceux qui travaillent avec des entrepreneurs, des entreprises à potentiel de croissance. Donc, oui, il y a des accélérateurs, des incubateurs, mais ça veut aussi dire les espaces régionaux d'accélération et de croissance, ça veut aussi dire les universités, ça veut aussi dire les MRC de plus en plus. Donc, on est là pour amener les ressources, partager les ressources, créer des connaissances, pour justement aider les entrepreneurs là où ils sont au Québec, pour qu'ils n'aient pas tous à venir travailler dans le centre-ville de Montréal pour se faire accompagner, d'amener de l'accompagnement à eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On est pan-québécois. Donc, c'est pour ça qu'on se penche sur des projets de recherche partout au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean actuellement. C'est pour ça qu'on est très intéressé par la discussion avec vous aujourd'hui. Puis c'est la première fois qu'on tient ce genre de conversation-là avec des acteurs régionaux pour aider à comprendre c'est quoi la réalité. Puis nous, au mouvement, au cours des prochains mois, des prochaines années, ça va beaucoup être notre rôle d'équiper les régions, d'amener les ressources, pas des ressources, vous les avez, les ressources justement, mais de travailler avec vous pour s'assurer que les startups, il y en ait autant à l'extérieur des grands centres que dans les régions, puis qu'elles puissent contribuer au développement économique des différentes régions. On peut aller à la prochaine diapo. Ce qu'on fait, dans le fond, au mouvement, la partie données, connaissances, impact, c'est toutes ces recherches-là qu'on fait en collaboration avec des fantastiques chercheurs comme Rosanna, Mariam et Valérie que vous voyez ici. On a tout l'aspect réseau. Si on met en réseau les acteurs, on s'assure de partager les ressources. On s'assure de mettre en commun ces gens-là au moyen d'événements, de sommets, tout ça, où est-ce que Michel assiste beaucoup d'ailleurs. Et puis, on a aussi une petite partie qui est accélération, où est-ce qu'on travaille en collaboration avec plusieurs acteurs du Québec pour accélérer certaines entreprises à fort potentiel de croissance qui sont dans un stade déjà un peu plus avancé, la commercialisation, croissance. Mais tout ça, je pense que le bottom line de tout ça, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est de voir comment on peut aller plus loin en mettant en commun les ressources. Mais nous, on ne fait pas l'accompagnement, on ne remplace pas le travail que les acteurs sur le terrain font, mais on est là comme un peu agent fédérateur, puis on veut créer des connaissances, créer des ressources pour aider à élever l'écosystème québécois d'entrepreneuriat en général. Donc, c'est un peu ça nos enjeux. Et puis, à la prochaine diapo, j'ai un truc qu'on veut démystifier aussi avec vous. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les questions généralement. OK, mais les startups, est-ce que je suis une startup? Qu'est-ce qu'une startup? Les entrepreneurs, des fois, ils sont startups et ils ne savent pas eux-mêmes, ou il y a une espèce de sentiment
C'est quoi d'imposteur, l'imposteur feeling? Ah, mais moi, je ne suis pas une start-up. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend quand on veut dire start-up? Pour nous et pour les acteurs de l'écosystème, c'est une entreprise qui est jeune et qui est innovante et qui a un potentiel de croissance. Par jeune, c'est subjectif. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut même être 7 ans. Peut-être que l'entreprise qui a 7 ans est encore en mode start-up. Innovante. Le concept d'innovation, c'est pas forcément de la technologie, c'est pas forcément un outil technologique. Le concept d'innovation, il peut être dans l'approche, il peut être dans la manière de gérer, dans la façon dont le produit est commercialisé. Je vous donne un exemple. On a accompagné des entreprises l'an dernier qui étaient dans le domaine brassicole, mais parce qu'ils ont trouvé une nouvelle façon de générer une levure qui était assez innovante, qui n'était pas faite ailleurs. Le potentiel d'innovation était là. On a aussi accompagné une entreprise qui était dans le textile, mais la façon dont ils faisaient les matériaux, les vêtements, c'était innovant, ça n'avait pas été fait ou c'était très peu utilisé. Donc ça, c'est une start-up, mais à proprement parler, les gens n'ont pas tendance à penser que ça qualifie comme une start-up. Donc je voulais déjà démystifier ça. Et quand on dit fort potentiel de croissance, généralement, ce qu'on entend, c'est que le concept, il est scalable, il est exportable, c'est-à-dire que si je mets en place une solution, puis j'habite à Chicoutimi, bien, ma solution, elle peut être utilisée aussi à Québec, puis à Thetford Mines. Donc, c'est le potentiel de dire, est-ce que c'est quelque chose qui est duplicable, qui est applicable ailleurs? Donc, c'est généralement la définition qu'on se donne d'une startup. Donc, je voulais déjà démystifier ça ensemble. Et je pense aussi, on avait déjà eu la discussion, Joyce, dans le scalable, là, justement, il y a beaucoup dans la notion de l'accompagnement des startups, se donner une structure pour être capable de grossir vite, ce qui est quand même un enjeu. Donc, les outiller en termes de processus, les outiller en termes d'outils parfois technologiques, pour que le jour où ça s'accélère, on est un peu plus capable de le vivre sans trop le subir, finalement. C'est ça. Puis une réalité qu'on voit beaucoup, c'est que les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps, ils ont des besoins très clairs. Donc, on va voir que les entrepreneurs vont aller dans plusieurs ressources. Ils ne savent pas nécessairement où aller, se retrouvent peut-être au mauvais endroit, vont aller ailleurs, vont perdre du temps à chercher c'est qui la meilleure ressource. De notre rôle aussi, c'est d'amener les ressources à ces entreprises-là pour qu'elles puissent focusser sur qu'est-ce qu'elles font de mieux, qui n'est pas rechercher un accompagnement, qui n'est pas rechercher des ressources, mais de développer leurs produits. Donc, c'est un peu ça, notre rôle. Puis, Bastien Lapierre, je vois que vous avez envoyé une question en privé. On n'accompagne pas directement les entreprises. Je dis on accompagne, là, mais c'est vraiment via des projets collaboratifs où est-ce qu'on met des ressources en commun, puis on offre de l'accompagnement là, de façon en réseau avec différents organismes du Québec. Par exemple, un de nos projets qui s'appelle Momentum est administrateur du projet, mais c'est avec une douzaine d'accélérateurs et incubateurs du Québec où est-ce que les entreprises peuvent postuler, puis on va leur créer un parcours d'accompagnement, si on veut, un parcours personnalisé avec les ressources de tout le monde pour être sûr que l'entreprise déjà peut demeurer chez elle, mais qu'elle bénéficie des meilleures ressources dans chacun des domaines où est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée. Donc ça, c'est le genre de projet collaboratif qu'on met en place. Puis d'ailleurs, on discute beaucoup avec Michel aussi là-dessus parce qu'on veut être certain qu'on puisse attraper les entreprises aussi de Chaudière-Appalaches puis amener des ressources, ou même si vous avez des ressources qui peuvent accompagner les entreprises d'ailleurs, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment la capacité de mettre tous ces gens-là en réseau pour donner les meilleures chances possibles aux entrepreneurs. Je pense que tu le disais, Joyce, tantôt aussi, un des objectifs de Maine, c'est vraiment d'accélérer les efforts de tous ceux qui font du start-up pour que ça se diffuse un peu plus au Québec. Donc, l'autre fois, j'assistais à une présentation sur des meilleurs outils pour évaluer si le plan de commercialisation est allé assez loin, si l'analyse de la stratégie est allée assez loin. Donc, de se doter d'outils plus solides parce qu'on sait que souvent, quand on est en start-up, bien, plus on va avoir un produit innovant, plus c'est risqué. Donc, plus ça devient important d'avoir un accompagnement peut-être un petit peu plus pointu parce que le niveau de risque, oui, le potentiel est là, mais le niveau de risque augmente en même temps parce qu'il y a beaucoup plus d'inconnus. Absolument. Jusqu'à présent, c'est beaucoup attardé à la fameuse vallée de la mort, là, qui est la période après la commercialisation de la start-up, parce que souvent, elle va abandonner. Donc, le projet Momentum duquel je parlais, ça adresse vraiment cette clientèle-là, mais de plus en plus, on va s'assurer d'attraper les entrepreneurs dès le début, où est-ce qu'il y a une idée, où est-ce qu'ils sortent de l'école, où est-ce qu'ils sortent d'un programme ou
d'un concours d'entrepreneuriat pour de les suivre puis de s'assurer d'accélérer justement ce passage-là parce qu'en ce moment, ils cherchent où aller, comme je disais, puis c'est difficile pour eux de savoir c'est qui la bonne ressource vers qui aller au bon moment. De plus en plus, il y a des acteurs régionaux comme vous qui peuvent les suivre puis faire un peu ce travail-là de leur pointer les ressources, mais jusqu'à dernièrement, l'entrepreneur est un peu souvent laissé à eux-mêmes là, dans certains endroits du Québec. Puis l'écosystème varie beaucoup d'une région à l'autre. Donc, parfois, énormément. Il arrive d'un endroit, il a vu une chose, il arrive de l'autre bord, ça n'existe plus, ça a un autre nom. Donc, les gens sont... c'est ça en ce moment. Puis c'est pour ça qu'on fait les travaux de recherche puis les portraits, parce qu'on ne s'entend pas à dire qu'est-ce qu'une start-up, c'est quoi les stades de vie d'une start-up, l'idéation, la croissance, tout ça. Déjà, il n'y a pas de langage commun. Donc, on s'attarde beaucoup à ça. S'entendre sur des stades de maturité du produit aussi de l'entreprise, c'est des choses sur lesquelles on se penche beaucoup. Mais oui, effectivement, là, il y a un beau défi, mais il y a énormément de... les régions, il y a énormément d'activités, il y a plein de potentiel, il y a beaucoup d'entreprises. Puis on s'est juste penché dernièrement sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est une région qui est en ébullition, spécialement depuis la pandémie, là, où est-ce que les gens peuvent se lancer en affaires de partout au Québec, sont retournés dans leur région natale et puis lancer des projets entrepreneuriaux. Donc, c'est un bon momentum pour justement aller là où ils sont maintenant, les entrepreneurs, puis les aider à s'accélérer finalement. Je pense que toi-même, Joyce, tu as été t'es partie de ta région pour aller à Montréal. Et puis ouais. J'aimerais ça me réinvestir dans ma région, mais tu n'es pas la seule. Hein? C'est un phénomène naturel. Je pense que la technologie de la pandémie va peut-être permettre cette ouverture-là. Puis il y a beaucoup ce défi-là de se dire, bon, en ville, il y a plus de services, il y a plus d'aide, il y a plus de... Ça bouge, mais l'idée, c'est d'amener vraiment, justement, des outils pour que ça bouge aussi en région. Ben oui, puis tous les accélérateurs sont rendus soit en hybride, soit en virtuel. Donc, moi, je pourrais être à Chicoutimi, recevoir mon accompagnement de partout, puis on le voit énormément. Puis même nous, au mouvement, actuellement, on recrute, mais on ne recrute pas des gens qui sont dans la région de Montréal. On peut le faire de partout au Québec. On est très ouvert à ça. Donc, oui, effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui va demeurer. Donc, c'est une grosse tendance de fond, oui. Absolument. Absolument. Je ne veux pas monopoliser la discussion à partir d'ici. Je crois que je vais passer la parole à Rosanna, si je ne m'abuse, mais on sera là pour les questions à la fin. Peut-être un petit rappel des questions. Là, vous pouvez aller autant dans le chat que dans les questions. J'ai des filles jeunes et techno qui répondent avant moi. C'est super. Merci beaucoup, Joyce. Il y avait encore une slide sur la différence entre PME et start-up, mais je peux la présenter si tu veux. Oui, parfait. On s'est dit que ça pourrait être quand même pertinent de résumer rapidement les différences principales entre une PME et une start-up, parce que souvent, les deux termes sont mélangés justement. Donc, on a essayé de résumer les points les plus importants. Donc, premièrement, une start-up est vraiment une entreprise qui est basée sur une innovation. Donc là, on a mis souvent technologique. Joyce vient d'expliquer, ce n'est pas toujours technologique forcément, mais la startup est toujours basée quand même sur une innovation. La PME, elle est aussi basée sur une innovation, mais plutôt une innovation qui existe déjà. Ça peut être une idée quand même originale, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Et les PME, ils sont normalement quand même concentrés beaucoup sur les marchés régionaux, tandis que les startups, oui, ils peuvent rester dans les marchés régionaux également, mais ils regardent aussi ce qui se passe ailleurs, ils regardent plus les marchés mondiaux, globaux aussi. Après, on peut dire aussi que la start-up a vraiment cette croissance rapide. Donc, souvent, on a une phase de perte au début et après, on a la croissance exponentielle qui suit. Tandis que les PME, c'est plutôt une évolution linéaire par rapport aux revenus, l'emploi. Cette évolution peut quand même être très rapide également, mais la différence est vraiment que les startups, ça va être une croissance exponentielle. Donc, on a déjà dit que le risque d'échec pour les startups est beaucoup plus élevé et l'investissement, qui est quand même important au début pour les startups, n'a pas tout de suite un impact sur la startup. Donc, on va la voir plus tard, comme je dis. Il y a souvent le creux au début et après, on a la croissance exponentielle. Et les PME, mais on peut investir et on va voir un impact positif beaucoup plus vite.
Et dernièrement, les besoins d'accompagnement sont différents aussi. Donc, les PME, ça va être des besoins comme validation de modèles d'affaires, recherche de clients dans les marchés régionaux, justement, tandis que les startups, ce qui est vraiment important au début, surtout, c'est le financement, mais aussi le talent, donc talent très diversifié, très spécialisé aussi. Donc, les startups recherchent beaucoup les compétences et les ressources spécialisées. Donc, ça, c'est un peu une vue d'ensemble. C'est quoi la différence entre PME et startup? Et maintenant, en fait, moi, en fait, je voulais vous parler aussi un peu de la collaboration parce que la collaboration est un enjeu très important, souvent mentionné par les acteurs de l'accompagnement parce que, de manière générale, la collaboration est perçue comme quelque chose de positif, quelque chose qui va nous amener des avantages, des bénéfices, mais souvent, la réalité sur le terrain est quand même différente parce qu'il y a d'autres difficultés que souvent on ne mentionne pas quand on regarde le mot collaboration, cette philosophie. Donc, premier constat concernant les collaborations, il n'y a pas la collaboration. Donc, il y a vraiment des nuances à faire par rapport aux termes. Donc, ici, on vous présente les dynamiques principales qu'on trouve sur le terrain, les dynamiques entre les acteurs de l'accompagnement. Donc, il y a la coopération, la compétition et la coopétition. Donc, la coopération, souvent, on la trouve lorsque les acteurs de l'accompagnement veulent avoir accès à des réseaux spécialisés ou à des réseaux tout simplement pour créer de la visibilité, pour avoir une bonne réputation, pour se positionner dans l'écosystème ou dans d'autres régions, peut-être aussi pour créer de la notoriété. Et ce qu'on voit dans la littérature, que c'est souvent les incubateurs sociaux et académiques qui se trouvent souvent dans cette dynamique-là, donc ils vont vraiment être dans l'esprit coopératif. Après, on a la compétition. Lors de la sélection des projets de start-up et projets entrepreneuriaux, on voit que les acteurs de l'accompagnement compétitionnent beaucoup. Pourquoi? Parce que le bassin d'entrepreneurs est quand même limité souvent et on a aussi beaucoup d'acteurs sur le terrain qui ont peut-être une offre similaire et qui veulent justement accompagner les mêmes entrepreneurs. Et il y a une tendance que c'est surtout les incubateurs technologiques et privés qui sont un peu dans cette dynamique de la compétition. Et dernièrement, il y a la coopétition. Donc, la coopétition, c'est la coexistence de collaboration et compétition. Donc, c'est les deux en même temps, notamment quand les acteurs partagent des ressources et des compétences, on voit cette coopétition-là parce que les acteurs, ils savent très bien qu'ils doivent quand même se partager des ressources, des compétences pour travailler de manière complémentaire. Mais de l'autre côté, ils sont souvent réticents par rapport à ce partage-là. Donc ça, c'est vraiment la coopétition qu'on appelle. Mais en même temps, les acteurs veulent quand même échanger de bonnes pratiques. Ils veulent se référer des ressources, des outils, tout ça. Et encore une fois, la tendance, c'est que les acteurs du développement économique, souvent, ils travaillent dans ce mode coopétitif-là. Mais ce qu'on a observé quand même pour tout l'écosystème startup au Québec, c'est que la coopétition est vraiment la dynamique qui prédomine les interactions entre les acteurs de l'accompagnement. Donc, premier constat par rapport aux collaborations, on peut vraiment dire qu'il n'y a pas la collaboration, mais il y a vraiment des nuances à faire. Et vous voyez ici vraiment les trois dynamiques principales. C'est pas juste au niveau des startups qu'on voit ça. On parlait avec les entreprises privées, puis ils nous disaient aussi, on comprend qu'il faudrait collaborer pour innover plus vite, mais en même temps, on a compétitionné toute notre vie. Montrez-nous comment faire parce que c'est pas naturel. Non, mais c'est ça. La coopétition, c'est quand même un terme qu'on voit dans d'autres contextes également. Mais les acteurs de l'accompagnement au Québec, ils sont quand même conscients de cette dynamique-là. Donc, ils parlent eux-mêmes de la coopétition. Donc, c'est vraiment la dynamique prédominante. Donc, deuxième constat, qui est quand même lié au premier, c'est que les collaborations sont vraiment un phénomène multidimensionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
souvent les collaborations, ils vont être imbriquées et superposées parce qu'ils émergent souvent de manière organique, informelle. Donc, on ne peut pas dire telle collaboration a commencé à telle date, dans tel but, avec telle durée. Souvent, c'est plus informel, c'est plus implicite parce que les collaborations se créent souvent à partir des réseaux personnels des acteurs. Donc, souvent, c'est les personnes qui collaborent et non forcément les organisations. Et je pense que c'est quand même un réflexe humain qu'on a, qu'on part de nos réseaux personnels qu'on a. C'est pour ça que je vous ai mis la citation derrière chaque réseau formel, il y a des réseaux informels. Et c'est ce qu'on voit aussi par rapport aux collaborations des acteurs de l'accompagnement. Et les collaborations sont aussi un phénomène multidimensionnel parce qu'ils ne peuvent pas être limités forcément aux interactions entre les acteurs de l'accompagnement, mais souvent les acteurs, ils collaborent avec d'autres types d'acteurs. Donc, ça peut être des acteurs sur le terrain, ça peut être la recherche, des acteurs publics, tout ça. Donc, ça va vraiment au-delà des interactions entre les acteurs de l'accompagnement. Et tous ces acteurs, indépendamment de la région ou de leur type de structure, ils collaborent pour des raisons très différentes. Donc, il y en a qui collaborent pour participer activement dans l'écosystème parce qu'ils veulent vraiment créer quelque chose de plus durable. Il y en a qui veulent partager des bonnes pratiques, des ressources. Et il y en a qui veulent améliorer leur offre d'accompagnement. Mais les acteurs ils ne collaborent pas pour améliorer un aspect spécifique de l'offre, mais souvent, il y a vraiment des raisons très différentes derrière. Et il faut quand même dire que tous les acteurs sont très conscients de l'investissement qui est demandé pour s'impliquer dans une collaboration, donc en termes de ressources, d'argent, de temps. Et cela peut être en fait un frein aux collaborations parce que souvent les acteurs se disent « mais pourquoi je m'investirais dans une collaboration si je vois peut-être pas tout de suite l'avantage pour mon organisation ». Ouais, je pense que c'est le grand défi. D'ailleurs, c'est de là la création des espaces, de dire on va mettre les gens en collaboration, mais ça prend beaucoup de temps, on le sait. Ouais. C'est la même chose pour Maine, vous faites la même chose au niveau de l'incubation aussi, de vraiment mettre les gens en réseau, mais effectivement, c'est des énergies, mais on espère qu'avec le temps, ça va être payant. Oui, mais c'est ça, mais souvent au début, on ne voit peut-être pas tout de suite les avantages, mais plus tard, on va les voir, mais je vais y revenir tantôt sur ma prochaine diapositive. Un autre constat qui est quand même très important aussi à mentionner, c'est que les acteurs, ils valorisent beaucoup les collaborations à l'international. Et encore une fois, indépendamment de la région, on voit vraiment une tendance à ce que les acteurs, ils regardent qu'est-ce qui se passe à l'international, qu'est-ce qu'ils font les acteurs de l'accompagnement dans d'autres pays, dans d'autres régions du Québec, mais aussi vraiment dans d'autres pays. Et je pense que toi, tu t'es penché là-dessus aussi. Tu vas nous en parler un peu? Vous voulez dire… je sais que dans l'étude, vous regardez un petit peu parce qu'effectivement, on se compare toujours à l'international parce qu'on se dit qu'il faut avoir les meilleures pratiques, qu'est-ce qu'ils font ailleurs dans le monde. Quand on parle de collaboration, est-ce qu'au Québec, on coopère plus, on compétitionne plus, on collabore plus qu'ailleurs? Ou est-ce que c'est des choses que vous regardez dans vos études? Non, on n'a pas forcément regardé les dynamiques justement relationnelles dans d'autres pays. On n'a pas vraiment comparé, mais on a regardé pourquoi en fait les acteurs de l'accompagnement au Québec ils regardent ou ils se tournent vers l'international. Donc il y a en fait deux raisons. Premièrement, ils veulent se positionner à l'international comme structure. Ils veulent aussi peut-être créer un accès aux marchés internationaux pour leurs entrepreneurs. Et souvent, c'est juste pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment ils travaillent ensemble, comment ils accompagnent leurs entreprises. Donc souvent, c'est vraiment pour s'inspirer aussi de leurs bonnes pratiques. Donc c'est vraiment ces deux raisons-là qu'on a observées. Voilà. Et dernier constat là-dessus, c'est que quand on regarde un peu les perspectives d'avenir, l'évolution future des collaborations au Québec, on peut vraiment dire qu'il y a une variété d'opinions. Donc, il y a des voix plutôt pessimistes, plutôt optimistes. Il y en a qui disent qu'il va y avoir plus de collaboration, moins de collaboration, plus de compétition. Il y en a qui pensent qu'on va rester dans le mode co-compétitif. Donc, c'est vraiment
il n'y a vraiment pas de réponse claire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi comme constat. Je pense que j'ai... Ah oui, une autre chose, c'est que il y a des types de collaborations très différents. Donc, les collaborations, comme je dis, sont souvent informelles. Donc, les collaborations ne sont pas forcément des projets formalisés avec une durée et avec des échéanciers, mais ça peut vraiment être des collaborations plutôt exploratoires où les acteurs vont justement voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui serait faisable. Donc, c'est vraiment très informel souvent. Et c'est la même chose pour l'international. Donc, souvent, c'est juste pour voir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble peut-être. Voilà. Il n'y a pas d'entente puis d'actionnaires. Non, pas des fois, oui, des fois, ça peut émerger à partir de ces collaborations informelles-là, mais pas forcément. Donc, il y a vraiment tout un spectre, toute une variété de types de collaboration. Ouais. Et finalement, on a préparé quelques inspirations, comment on pourrait finalement créer des collaborations durables. Parce qu'une chose qu'il faut aussi dire, c'est que souvent, on pense que les grands centres ou les grandes villes comme Montréal, ils ont plus de collaboration parce qu'ils ont plus d'événements, plus d'activités, mais ce n'est pas forcément vrai. Donc, il y a des études qui ont montré en fait que oui, il y a plus d'activités, plus d'événements, plus de festivals à Montréal, par exemple, mais il n'y a pas vraiment plus de collaboration durable. Pourquoi? Parce que les acteurs dans les grandes villes, ils sont souvent très différents en termes de leur vision, de leur mission, leurs objectifs. Donc, ils ne voient peut-être pas forcément tout de suite l'objectif commun. Et là, les régions ont vraiment un avantage par rapport aux grands centres parce que souvent, en région, les acteurs, ils vont être plus proches, ils vont peut-être partager la même vision par rapport à leur région. Ils se connaissent déjà mieux. Donc, il faut vraiment le dire comme ça, le nombre d'activités n'est pas forcément un indicateur pour la qualité des collaborations. Voilà. Et donc, on a formulé 5 points. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer des collaborations? Mais cultiver son réseau personnel, ça, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire tantôt. C'est vraiment souvent les collaborations émergent à partir des réseaux personnels, des contacts personnels des personnes. Donc, quand on a un réseau qui va même au-delà de notre région, on va avoir des contacts dans d'autres régions du Québec, peut-être aussi à l'international. Comme ça, on peut vraiment observer les tendances dans les autres régions. On peut aussi rester attentif aux opportunités par rapport aux collaborations en cultivant son réseau personnel. Deuxièmement, tantôt on parlait un peu des gains, des avantages. Des fois, on ne les voit pas tout de suite. Il faut faire un investissement important sans voir nécessairement les bénéfices tout de suite. Donc, ce qui peut aider, c'est d'être clair sur la mission de son organisme et de ses attentes par rapport aux collaborations. Ça, c'est important, pas seulement pour les acteurs de l'accompagnement, pour voir qu'est-ce que les autres et ce que les autres ne font pas, mais aussi pour les entrepreneurs et les startups, parce que souvent, ils ne savent pas qui fait quoi. Donc, ça peut aider vraiment les acteurs de l'accompagnement et les entrepreneurs. Troisième point. Est-ce que Joyce avait peut-être une question? Joyce, est-ce que tu as une question? J'avais juste un complément d'information sur ce point-là. C'est tellement important parce que nous, on sonde beaucoup les startups qui ont été accompagnés par divers acteurs en général ou qui sont à un stade plus avancé, puis on leur pose des questions sur leur parcours. Et ce qui ressort, c'est vraiment une difficulté pour plusieurs organismes, plusieurs accompagnateurs de définir c'est quoi leur valeur ajoutée, définir en quoi ils se différencient des autres. Généralement, j'ai l'impression que, là je parle de quelques accélérateurs en général parce que c'est ce qu'on connaît bien, mais ils vont vouloir accepter, par exemple, plusieurs entreprises, peut-être certaines pour lesquelles ils ne sont peut-être pas la personne la mieux disposée à les accompagner, mais ils vont quand même la prendre. Puis les deux, au niveau des deux entités, il y aura peut-être une perte de temps, une perte d'énergie parce que ce n'est pas la meilleure personne. Donc, on voit ça dans les relations, même dans les relations de couple. Mais c'est vraiment important. Puis ce que les startups nous disent dans leur parcours, elles vont aller cerner, elles vont nommer vraiment les organismes qui disent, eux, ils m'ont dit dès le départ, voici ce qu'on fait de bien, voici ça pour qu'on peut t'aider. Puis c'est là que vraiment les collaborations ont été les plus fructueuses. Donc, c'est probablement le point sur lequel je mettrais le plus d'emphase dans ceux énumérés ici, mais je te laisse poursuivre.
Quand on n'hésite pas à l'envoyer ailleurs, finalement, à dire, bon, ici, pour ce volet-là, moi, ce n'est pas mon mandat, mais... Absolument. Absolument. Oui, donc c'est ça. Donc ça revient quand même souvent, cet aspect, quelle est ma mission? Et c'est pas seulement quelle est ma mission, mais qu'est-ce qui est fait par d'autres acteurs? Donc, de reculer, de dire, OK, est-ce que c'est vraiment ma mission d'accompagner cette startup-là ou est-ce que ce serait plutôt un autre acteur de l'accompagner? Voilà, mais merci beaucoup pour l'ajout. Donc, troisièmement, ça apparaît très, très évident et facile, mais c'est quand même très important, la mentalité qui est axée sur la collaboration, souvent, elle n'est pas encore là. Donc, comme j'ai dit au début, souvent, la collaboration, c'est vraiment la grande philosophie, quelque chose de positif qui va nous donner des avantages. Mais de l'autre côté, on a la compétition, la mentalité qui n'est pas trop axée encore sur la collaboration. Donc ça, c'est vraiment important parce que pourquoi les acteurs sont présentement dans le mode compétitif? Mais parce qu'ils veulent collaborer d'un autre côté, mais ils se sentent quand même dans une compétition. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, j'ai déjà dit souvent, il y a des types de collaboration qui sont plutôt informels. Donc, ce qui pourrait peut-être aider pour créer des collaborations, c'est de faire des premières expériences avec d'autres acteurs, peut-être des acteurs qu'on connaît déjà bien. On peut vraiment essayer de, par exemple, faire du co-accompagnement à deux, donc de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui pourrait faire quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et plus tard, si ça fonctionne bien, on peut créer quand même des collaborations plus formelles, peut-être aller chercher du financement, mais souvent, cette approche en amont où on commence avec quelque chose de plus informel est vu comme une bonne pratique par les acteurs. Et dernièrement, souvent, ce qui aide aussi à créer justement cette mentalité axée sur la collaboration, c'est de mutualiser plus les ressources, donc les formations, les bases de données, toutes les expertises qu'on a. Et ça va aider aussi justement à clarifier la mission de chacun. OK, toi, tu as telle ressource, tu as telle expertise, moi, je peux fournir telle chose. Voilà, donc ça, c'est un peu nos idées par rapport aux collaborations. Et maintenant, je vais donner la parole à Myriam. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Tu peux passer... OK, c'est bon. Parfait. Donc, pour mieux, en fait, comprendre l'offre et les besoins actuels de l'écosystème startup régional, il fallait identifier, en fait, les enjeux pour les acteurs de l'accompagnement. Donc, on a identifié 5 enjeux lors de notre recherche dans les startups, dans l'écosystème régional. Il y en a un que Rosanna, il en avait déjà parlé, c'est la capacité de collaboration. Et c'est juste pour faire un fil conducteur par rapport à ce que Rosanna, il avait mentionné. Je vais commencer par celui-là, donc le 5e, donc la capacité de collaboration. Ce que je pourrais rajouter ou ce que je pourrais complémenter en fait par rapport à cet enjeu-là, c'est vraiment par rapport, il avait parlé aussi par rapport aux freins à la collaboration. Donc, ce qui était identifié, c'est qu'il y avait aussi des résistances face à l'intégration de nouveaux modèles d'affaires. Les gens, en fait, les acteurs de l'écosystème, donc ils étaient résistants à intégrer des nouveaux modèles d'affaires et parfois qu'ils étaient innovants et rester dans les mêmes modèles d'affaires classiques. D'autres freins de collaboration, il en avait parlé aussi, c'est au niveau des compétitions, c'est la compétition entre les acteurs et la compétition régionale. Parce qu'il y avait des compartiments et des compartimentations et des silos en fait au niveau de l'offre de l'accompagnement. Et donc, le monde, il ne s'ouvre pas aux experts extérieurs en fait de la région.
Alors, au niveau du premier enjeu qu'on avait identifié, c'est vraiment la connaissance de l'écosystème startup. Ce qui était remarqué, c'est que la connaissance en fait de l'écosystème entrepreneurial ou d'innovation startup était manquant. Et on ne connaissait pas finement en fait cet écosystème et aussi on ne connaissait pas les spécificités des différents acteurs de l'écosystème. Un autre point au niveau de la connaissance de l'écosystème startup, c'était, il en avait parlé Joyce, c'était vraiment la distinction entre un startup et autres types d'entreprises, d'où la définition de startup n'était pas d'une façon, je pourrais dire, homogène d'un acteur à un autre. Il ne donnait pas la même définition de startup. Un autre point qu'on avait constaté, c'est vraiment une complexité au niveau de l'écosystème. Donc, il y avait vraiment plusieurs niveaux d'intervention et catégories d'acteurs. Et la connaissance de ces catégories d'acteurs et leur niveau d'intervention est créé un enjeu important, en fait, au niveau des entrepreneurs pour aller directement solliciter en fait solliciter de l'aide ou des ressources par rapport à ça. La méconnaissance aussi des startups qui sont aussi situées dans la région était méconnue. Donc, au niveau de ce point-là, il y avait un manque de connaissance de ce qui est là, c'est qui les startups qui sont émergées. Donc, on ne connaissait pas nécessairement c'est qui ces startups-là. Le deuxième point... C'est comme si dans une entreprise, on disait, j'ai des employés qui sont fast-track, qui ont du gros potentiel, puis finalement, oui. Mais on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui, exactement. Ils sont pas connus, ils sont pas connus par le système et par l'écosystème, en fait. Un petit complément. Là, on a Valérie qui a réussi à se rendre à l'écran. Déjà, la technologie, félicitations. On a juste 2 Joyce, mais bon, c'est ça. Il y a peut-être un petit complément là-dessus parce que c'est quand même évocateur, là, c'est qu'on a vraiment des acteurs qui disaient « Ah, ben il n'y a pas vraiment de start-up dans la région, on ne les voit pas, ça n'existe pas vraiment. » En fait, c'est même plus « ça n'existe pas » qu'on ne les voit pas. Et en faisant le volet parallèle, donc d'aller vraiment documenter les entrepreneurs sur le terrain, bien, il y en avait vraiment beaucoup qu'on ne fournissait pas comme chercheurs pour les rencontrer. Et ils nous disaient « c'est juste que je vais ailleurs. Je suis établie physiquement dans cette région-là, mais je vais dans d'autres régions où je ne vais pas du tout par ces lieux-là. » Donc, on se rend compte que cet enjeu-là est drôlement important. C'est que d'un côté, on dit comme acteur, il n'y en a pas, puis de l'autre côté, les entrepreneurs sont là, ils existent, mais ils passent par d'autres chemins. Donc, c'est quand même très révélateur. Merci Valérie. Par rapport au troisième point, donc on l'a identifié comme étant la sensibilisation et communication. Donc en parlant avec différents acteurs, on a su comme quoi qu'il y a un manque de promotion au niveau des acteurs de l'écosystème et aussi des outils qu'eux, ils offrent. Donc, et ils ne se faisaient pas connaître. Donc, il y avait un manque de communiquer, en fait, leur façon et leur offre de services, en fait. Un des points aussi, donc Joyce l'avait déjà mentionné au niveau de l'innovation, donc la définition en tant que telle par rapport à l'innovation. Et qu'est-ce que c'est une innovation et qu'est-ce que c'est une entreprise innovante? Donc, il y avait une méconnaissance aussi par rapport à ce qu'une start-up est innovante ou est-ce que dans une start-up, est-ce qu'il y a une partie ou une procédure ou une façon de faire, façon de gestion qu'on on pourrait l'identifier comme étant innovante. Je pense que Myriam, tu as un bon point ici. On avait même le débat, nous, parce qu'on fait des aides, là, on est en train de monter un programme.
qu'est-ce qui est innovation peut-être au centre-ville de Montréal par rapport en région, dans une région hospitalisée? Peut-être qu'on va regarder une entreprise très différemment. Nous, on va peut-être dire, waouh, c'est très innovant, alors qu'à Montréal, ça se pourrait qu'ils disent, ben là, j'en ai 25 comme ça, c'est pas innovant. Donc, encore là, notre schéma de référence n'est pas le même. Exactement. La perception, elle n'est pas la même due à la culture aussi, due à l'historique, en fait, de la région. Et un des points aussi, donc, de connaître en fait le potentiel des startups et les entrepreneurs innovants. Joyce il en a parlé aussi tantôt, là, c'est de connaître ce potentiel, de savoir où est-ce qu'ils peuvent y aller. La nouvelle culture, au niveau de la nouvelle culture, donc la nouvelle culture, de ce qu'on avait remarqué au niveau des régions, où j'ai fait mes recherches là-dessus, c'est un jeune écosystème qui est en démarrage ou qui est juste vraiment jeune écosystème. Et que l'historique, justement, par rapport à la région, il affecte beaucoup, en fait, cette culture entrepreneuriale. Cet historique, ça vient des secteurs d'activité et les multiples facettes de l'entrepreneuriat qui ont été abordées avant. Donc, la plupart du temps, de ce qu'on avait remarqué, c'est que cet entrepreneuriat-là, il émergeait en collaboration, en contribution, en fait, avec les grandes entreprises qui sont en place. Donc, ils sont interreliés avec ces activités majeures, on va dire, dans la région. Et la capacité de collaboration, j'en avais parlé tantôt. Donc, je peux passer au prochain slide. Ce qui est important de savoir, c'est que les besoins et les défis des acteurs de l'accompagnement, ils sont divers, mais quoique ils ont été déjà identifiés par mes collègues tantôt, on les avait un peu plus mis en évidence ici dans cette diapositive, de façon à vous montrer en fait et à vous le mettre en évidence qu'est-ce qu'on avait constaté en fait par rapport à nos recherches. Le premier point, et on avait discuté par rapport aux enjeux en fait de connaissance de l'écosystème. Donc, c'est la connaissance des différents réseaux disponibles. C'était primordial parce que ça évite en fait que les acteurs, enfin les entrepreneurs, en connaissant le réseau disponible, en connaissant l'offre de services, l'offre d'accompagnement, les ressources, les entrepreneurs, ils s'en vont directement en fait à la personne et aux ressources qui peuvent avoir à les aider et à les soutenir dans leur démarrage d'entreprise et et les accompagner efficacement. Un deuxième point, c'était l'accessibilité aux réseaux spécialisés. Le fait que les entrepreneurs, le fait que les startups innovants régionales innovantes, il y avait un défi en fait d'accéder au réseau spécialisé régional. Et il y a un manque de système de référencement, justement, et l'accès au talent et au recrutement, il était quand même un peu plus difficile au niveau régional. Et qui suit comme quoi qu'au niveau de l'acteur, les acteurs de l'écosystème, l'accompagnement sur mesure représente un défi en fait majeur au niveau de l'accompagnement. C'est ça, les besoins seraient multiples, mais c'est difficile d'avoir 22 formules dans 22, Exactement. 22 secteurs.
Exactement. Donc, et on avait parlé avant, là, c'est la connaissance du potentiel des startups et les entrepreneurs innovantes. Et le grand défi, c'est la mise en commun des ressources de tous ces acteurs de l'accompagnement. Je pense que vous ne l'avez pas mentionné, mais il y a tout un défi de financement. Je me souviens d'être allée à la présentation au sommet demain et M. Fitzgibbon avait dit lui-même, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans l'innovation et c'est nous un peu qui avons créé cette espèce de multiple diversité à toutes sortes de saveurs dans les différentes régions. Donc, ça vient un petit peu créer une complexité. En même temps, comme vous le dites, dans les régions, on a peut-être un peu moins de ressources spécialisées que, par exemple, nous, juste ici, si on se compare à Québec international, bien, ils ont des ressources très, très spécialisées. Nous, on a plus des gens première ligne sur le terrain qui sont obligés d'être un peu plus généralistes, couvrir tous les besoins. Donc, de là, le défi là, de trouver comment offrir aussi des soutiens plus spécialisés quand ça se présente. Exact. Et c'est tellement important, en fait, que nous, c'est un des mandats qu'on a ciblé là, pour cet automne, mais de vraiment s'intéresser d'une part aux politiques publiques et d'autre part au modèle d'affaires et au financement des acteurs en place, parce que ça crée des dynamiques sous-jacentes qu'on ne veut pas répéter. Il y a une reddition de compte, là. Bien, exactement. Puis on ne veut pas toujours répéter cet état-là, mais c'est vraiment particulier au Québec, mais à d'autres régions dans le monde et à d'autres pays aussi qui ont un pouvoir institutionnel, public très présent et qui vient vraiment teinter, influencer les dynamiques sur le terrain. Fait qu'on ne l'a pas mentionné dans cette présentation-là, et puis à chaque fois qu'on discute, parce que ça fait partie de la réalité québécoise, mais on aura des mandats là, spécifiques qui seront là-dessus. Et comme chaque fois, il y a une diffusion qui est prévue, donc vous allez pouvoir avoir accès aussi à ces résultats-là. Mais on veut vraiment s'intéresser à ces deux niveaux-là. Là. Donc, le gouvernement et les acteurs publics, ce qu'ils imposent ou comment ils influencent les dynamiques, mais aussi les acteurs, hein, comment est-ce qu'ils développent leur modèle d'affaires, d'où vient le financement, quelle est cette reddition de compte-là. Donc, c'est deux niveaux qu'on va vraiment documenter plus en détail. Merci Valérie. Tu peux passer à la prochaine. Alors, comment attirer en fait les startups en région? On s'est penché sur la question pour justement répondre en fait et motiver en fait ces startups à émerger en fait dans les régions. C'est de mettre de l'avant et créer de la visibilité pour les forces de la région. Donc, en mettant en avant en fait les forces de la région et de créer la visibilité par rapport à ce qui offre à cette région-là, normalement, les startups, ils peuvent être attirés à venir investir en fait à venir émerger dans ces régions-là. Élargir l'éventail de contacts et de collaboration transgestionnelle et transfrontalière, et accueillir du talent diversifié. Donc, recruter à l'international, par exemple, et aussi promouvoir la création de communautés, des réseaux, des plateformes, des espaces collaboratifs pour les startups et faciliter l'accès au réseau d'acteurs et aussi montrer des cas de succès. Ce qu'on avait constaté surtout au niveau de l'inclusion de l'entrepreneuriat féminin, la plupart des acteurs qui ont été interviewés, ils disaient comme quoi qu'en montrant les exemples par rapport à ces entrepreneuriats féminins, par exemple, on pourrait motiver en fait l'émergence d'autres entrepreneuriats, que ce soit féminins ou d'autres même au niveau de la diversité culturelle. Oui, c'est ça, des immigrants aussi, investisseurs. Exactement. Donc, en montrant l'exemple, en montrant les cas de succès des entrepreneurs qui ont réussi, normalement, ça donne plus envie d'aller vers l'entrepreneuriat et aller vers ce monde-là. Et personnaliser et aligner l'offre d'accompagnement
aux besoins des startups. Donc, personnaliser l'offre de services, aligner cette offre aux besoins des startups qui sont plus spécifiques que d'autres entreprises. Et tester le mode co-accompagnement, comme il l'avait mentionné Rosanna, et profiter bien sûr du virtuel puisqu'on est maintenant dans un monde qui prête à ça, et donc profiter de ce monde-là pour avoir on va dire, c'est pour faire... Il y a plus d'accessibilité. Oui, exactement. Ça permet, maintenant, je veux dire, c'est vu comme, on n'a pas le choix, on s'est habitué, donc c'est vu comme une façon très plausible de se faire coacher, de se faire accompagner, même si ce n'est pas en vrai, en personne, en live. C'est ça, et profiter des avantages, en fait, ce que le virtuel il nous offre actuellement, donc en profiter pour justement... D'ailleurs, on voit les jeunes, vous disiez tantôt, mais moi je le vois, les jeunes, des fois qui m'approchent, ils ont un projet, ils sont allés voir quelque part en Allemagne, quelque part en France, ils ont trouvé des choses sur Internet. Ils ne s'en vont pas voir des bureaux, eux. C'est pas comme ça qu'ils procèdent. Puis vous disiez aussi tantôt, au niveau de la collaboration, ils ont été habitués souvent, entre autres aux études, on est beaucoup en mode équipe, collaboration, donc on s'attend à ça du milieu aussi. Hein. C'est un peu... C'est une culture là, qui est de fond chez les jeunes, là, beaucoup, là, de travailler à 2-3, puis de se mettre à 2-3, puis de ne pas faire tout seul. Puis, surtout quand on est dans quelque chose d'innovant et de risqué. Là. Exactement. Rosanna, tu peux passer au prochain slide. Donc, c'est moi qui prends le relais ici. On peut revenir à la diapositive juste avant. Donc, ce qu'on a voulu faire, en fait, en vous présentant vraiment la collaboration et ensuite les différents enjeux qui peuvent, d'une part, empêcher cette collaboration-là, mais aussi d'attirer ou de soutenir les startups. C'était vraiment pour vous faire rendre compte que chaque région, puis Michel l'a bien fait à plusieurs reprises, mais c'est que chaque région a ses particularités, a ses caractéristiques, et l'objectif, ce n'est pas de créer un seul écosystème unifié, homogène. L'objectif, c'est vraiment de connecter ces réseaux-là. Donc, c'est d'être capable de bien se positionner comme acteur. J'ai vu un des commentaires, là, mais effectivement, d'être capable d'identifier ses faiblesses, les ressources et les forces dont on a besoin pour encore mieux accompagner les entrepreneurs et juste faire rayonner la région aussi. Et ça, c'était un des constats qui est ressorti de ce premier portrait dont je vous ai parlé, qui est disponible en ligne. Mais c'était vraiment cette idée de représenter chacune des régions dans leur unicité. Et c'est pour ça qu'on fait l'effort de faire des études régionales. C'est pour bien comprendre, oui, les dynamiques, renforcer cette compréhension commune et tous les objectifs que j'ai mentionnés au début, mais aussi pour vraiment donner de l'empowerment et donner en fait des pistes d'action concrètes et vraiment donner un pouvoir d'agir aux régions pour être capable de soutenir les startups. J'ai vu plusieurs questions là, dans le chat. Je vais y répondre. J'avais déjà commencé à y répondre, mais j'envoyais les réponses directement aux panélistes. Donc, je vais copier-coller et répondre à toutes les questions là, que j'ai vues. Mais on aura aussi une période de questions qui va suivre là, dans quelques instants. Mais d'abord, c'est nous qui allons vous interroger. On a vraiment prévu une petite portion là, discussion animée où on a des questions pour vous. Parce que là, on vous a montré des constats qui sont issus de recherches qu'on a fait récemment dans différentes régions du Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment des régions d'ici qui vous ressemblent ou peut-être pas. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment un peu mettre la table sur qui vous êtes, quelle est cette identité que vous avez, mais aussi quels sont vos défis et vos enjeux particuliers. Donc, on a plusieurs questions qu'on a listées, on ne les fera pas toutes. On va commencer avec la première, si tu veux bien, Rosanna, passer aux prochaines diapos. Donc, la première devrait s'afficher avec un clic. Tu peux retourner en arrière juste pour qu'il y ait une question d'afficher. Alors, la première question qu'on a pour vous, puis je vois que ça avait déjà commencé à être discuté là, dans le chat, c'est est-ce que vous avez des startups dans votre région présentement? Si oui, bien, sous quelle forme? Là, s'il y en a qui aimeraient prendre la parole, peut-être soit
le mettre dans le chat ou le mettre, puis là, je vous donnerai la parole si c'est trop long d'écrire tout ce que vous avez écrit. Là, je vais essayer de suivre. J'ai interpellé Mathias qui semble avoir une question justement à cet effet-là. Si vous aimeriez vous exprimer. Je lui donne la parole. Je ne vais pas le mettre en Monsieur Berlinger, on vous a donné la parole. Est-ce que vous voulez intervenir? Il faudrait enlever ton mute. Alors, bonjour tout le monde. Non, en fait, pour les startups, s'il y en a dans notre région, honnêtement, je travaille beaucoup avec des entreprises à aider justement des entreprises en démarrage. Maintenant, je ne sais pas comment les qualifier. Ce sont des entreprises de soudure qui vont engager 10 personnes à l'intérieur d'un an, une entreprise qui est en démarrage. Moi-même, je m'associe à une entreprise qui va commencer dans la culture du cannabis. Est-ce que c'est une start-up? Ça n'en est pas une. Alors, la plupart des choses de notre région sont dans des secteurs traditionnels. Et puis, comme je donne aussi des cours en innovation, en modèle d'affaires et tout ça, j'ai toujours 20 à 25 étudiants qui se lancent en affaires. Alors, de tout ça, je pourrais dire, d'après votre définition, j'en ai aucune qui est une start-up en réalité. Mais ce sont toutes des entreprises qui tantôt vont engager 5, 10, 15 employés. Alors, quel est l'objectif d'une start-up? Est-ce que c'est d'augmenter l'innovation au point de vue recherche scientifique ou c'est de créer des emplois? Alors, c'est un peu le genre d'intervention que je pourrais faire. Si je peux me permettre, Mathias travaille, il est le coordonnateur du Fab Lab dans la région de Montmagny, donc c'est un fervent d'innovation, de jeunes, de mêler les jeunes avec le milieu dans les régions. En fait, je pense qu'on va peut-être faire un peu de ménage dans cette intervention-là qui est super pertinente. Premièrement, toute entreprise en démarrage n'est pas une start-up. Fait que ça, vous l'avez bien compris, vous l'avez même énoncé, mais je voulais bien le souligner. Deuxième aspect, c'est pas parce qu'on est dans des secteurs traditionnels qu'on ne peut pas être une start-up. Donc, on revient vraiment à cette notion d'innovation. Et là, quand on est en pré-démarrage, ce qui est le cas où est-ce que vous intervenez, Mathias, bien, c'est de questionner l'intention de l'individu, de questionner sa vision. Donc, concrètement, est-ce qu'il a en tête de créer des emplois pour sa région et de manière un petit peu plus, en fait, limitée, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais est-ce qu'il veut se faire une petite business qui va avoir peut-être jusqu'à 20, 25 employés et avec un modèle d'affaires qui, lui, est traditionnel. Et il peut employer certaines technologies nouvelles et tout ça, mais c'est vraiment cet aspect-là d'innovation qu'on veut aller chercher dans ses intentions. Donc, on est obligé de faire des entretiens avec ces individus-là, mais c'est des choses que les acteurs font déjà, hein, de passer dans le processus de sélection ou d'admission, de discuter avec les entrepreneurs, mais c'est de les questionner. Comment tu vois ta croissance? Où est l'innovation dans ton projet? Et c'est tout à fait correct que ce ne soit pas une start-up. On a besoin de ces entreprises-là. C'est 90% du tissu entrepreneurial du Québec, là. Donc, nous, la présentation, c'est vraiment pour que vous soyez capable de soutenir les startups que vous avez, d'en générer si c'est un objectif. Et là, je vais répondre à votre deuxième partie de votre question. Mais le but, c'est que ces entreprises-là cohabitent. Donc, on pourrait avoir une entreprise là, axée sur la soudure, qui a un modèle d'affaires classique qui fonctionne super bien, qui est une réussite pour la région. Et on pourrait avoir aussi une start-up qui a à sa base la soudure comme activité organisationnelle, mais le fait d'une manière complètement différente ou le fait avec des intentions complètement différentes. Il y a une nouvelle technique qui a été développée où il y a des nouveaux produits qui sont utilisés dans cette soudure-là avec le MIG ou TIG qui est complètement différent et aurait l'intention de vouloir partager à grand déploiement ce nouveau procédé, cette nouvelle technique-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est intangible aussi le fait d'être une start-up. C'est une culture et c'est une structure. Donc, il faut interroger l'individu, savoir qu'est-ce que lui veut faire avec ça, quelles sont ses intentions, quelle est sa vision et quelle est sa stratégie pour concrétiser tous ces éléments-là. Les objectifs de la start-up. S'il veut aller plus loin, finalement, qu'une industrie traditionnelle de soudure, puis là, il y a vraiment 3-4 aspects dans son modèle d'affaires qui sont où ça sort de l'ordinaire, bien là, on pourrait définir que c'est une start-up à ce moment-là. Exactement. Poser une question? Oui. D'après vos études, quel est le pourcentage de start-up à travers tous les démarrages d'entreprises que vous avez notés?
Je vous invite fortement à lire notre premier portrait, mais je vais vous dire le scoop ici. On n'a pas encore quantifié le nombre de startups pour une raison assez simple. Donc, nous, on fait principalement de la recherche qualitative. Fait qu'on voulait d'abord explorer le phénomène de manière qualitative, comprendre c'est quoi les dynamiques, pour après ça être capable de le quantifier efficacement. Pourquoi on a choisi de faire ça? C'est qu'il y a plein de gens qui ont essayé de quantifier les startups et puisqu'on n'a pas la même définition, puisque ça ne se présente pas de la même façon d'une région à l'autre, les chiffres, ils sont complètement erronés. Donc, il faut aller chercher. En fait, la start-up se cache dans plein d'analyses statistiques. Elle est tantôt comptée comme une TPE, PME. Donc, on ne fait pas de distinction sur le potentiel d'innovation ou innovation au cœur du modèle d'affaires. Parfois, elle est dans les statistiques sur les PME innovantes, mais il y a quand même certaines distinctions entre les deux. Donc, elle se perd comme ça dans plein de sources statistiques. Donc, nous, on a comme objectif, bien évidemment, d'aller les quantifier, mais il fallait d'abord la définir, l'identifier avant de la quantifier. Donc, malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vous, mais je vous invite fortement là, à nous suivre parce qu'éventuellement, on va arriver avec un chiffre fiable. Peut-être en guise de réponse quelque part, sur les développements de produits, on considère que quand c'est un peu une innovation de rupture, que ce n'est pas une innovation qu'on appelle incrémentale, on parle de 5 à peu près. Des démarrages, OK. J'ai demandé à Jean-Philippe qui avait écrit quelque chose dans le chat par rapport à des startups qu'il y a dans la région que lui accompagne. Ça, c'est sûr que lui connaît au moins, donc peut-être, Jean-Philippe, tu veux te prononcer? Yes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Merci de nous donner quelques instants. Dans le fond, au niveau d'Espace Entrepreneuriat Région de Thetford, il y a quatre entreprises que j'estime qui sont des startups. Donc, il y a Au-Plan. Au-Plan sont vraiment en train de redéfinir la gestion du temps là, à travers différents outils, outils à la fois hardware et software. Donc, disons que sont bien partis, ils viennent de lever un financement, puis sont sur une belle lancée. Innovasource, eux, ils veulent repartir de l'huile de microalgues naturelles, vraiment de révolutionner le procédé, de monter une usine zéro déchet, puis d'être capable de produire des produits de consommation, notamment il y a des biscuits pour chiens, mais pour aussi possiblement l'homme. Donc, vraiment, en tout cas, assez incroyable. Proximity, eux, sont en train de faire un logiciel pour complètement, c'est au niveau de toute l'industrie minière, là, tout l'aspect planification. Puis, le dernier que j'avais dit, c'est Pur Soyer. Au niveau de l'Asclépiade, ils veulent comment dire, conquérir le monde de l'Asclépiade, mais vraiment d'être en mesure. Eux sont partis on a des connaissances de la culture, jusqu'à on monte une usine, on monte nos propres machines, on transforme la fibre en fait, on donne même un nouveau nom à la fibre tissée, donc la laine d'Asclépiade, pour mieux commercialiser par la suite. C'est pas mal les 4 entreprises là, que moi je considère comme start-up là-bas et qu'on accompagne. Oui, puis je voyais Suzanne renchérissait, qu'il y en avait 2, 3 autres qu'elle voyait dans ceux que vous accompagnez à l'E2RT, qui mériteraient vraiment ça. Je pense que ça vaut la peine aussi de mentionner, puis le but, ce n'est pas de tomber dans ce débat-là ou cette comparaison-là entre les régions urbaines et les régions plus éloignées, mais il y a une chose qu'on constate sur le terrain, justement, en s'entretenant avec des entrepreneurs innovants, des entrepreneurs en mode start-up, c'est que les idées sont vraiment différentes aussi. Donc, on constate que tout à l'heure, Michel disait comme pour eux, ils vont peut-être évaluer une entreprise à trouver très innovante pour la région, alors que Montréal la trouverait peut-être un peu archaïque. Mais je ne suis pas d'accord. Donc, je me permets de contredire Michel. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une originalité, puis une réflexion très approfondie des problèmes. Des fois, c'est des problèmes qui sont liés à la région. Des fois, c'est des problèmes qui sont plus globaux, mais on est vraiment dans des idées qui sont très riches, très différentes et qui, lorsqu'elles participent à des concours ou à des structures d'accompagnement qui sont dans les régions urbaines, se distinguent et gagnent presque à coup sûr. Donc, c'est un phénomène qu'on a observé là, dans plusieurs régions. Sherbrooke est un excellent exemple aussi de ça. C'est rare que, par exemple, si on fait un concours de pitch, qui va avoir des idées qu'on a déjà entendues.
Alors que si on participe à Québec ou à Montréal ou à Toronto, il y a souvent le même genre d'idées qui reviennent. Donc ça, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Je n'entrerai pas dans ce détail-là. Mais ça, je pense que c'est un avantage des régions, là. Il y a des gens ultra créatifs, grounded, je me permets l'anglicisme, mais qui sont vraiment ancrés dans des problématiques, qui sont ancrés dans des avantages régionaux. Et on voit émerger complètement des nouvelles filières clés, donc des filières spécifiques de développement technologique ou même juste d'innovation qui, en fait, qui sont vraiment innovatrices et qui ont un fort potentiel. Et extrêmement débrouillards, bien évidemment. D'ailleurs, est-ce que les startups viennent toujours des universités, Valérie, ou est-ce qu'ils peuvent venir des cégeps? Ah, elles ne viennent pas toujours des universités. Et les cégeps, Michel, moi j'aime beaucoup les acteurs collégiaux. Donc, il y a un très grand dynamisme, une bonne compréhension de la culture start-up. Et il y a plusieurs startups qui émanent des collèges et cégeps. Ça, c'est un autre acteur qu'on voudrait bien documenter. Mais non, ils ne viennent pas juste des universités. Puis même, il y en a beaucoup là, qui, si je prends la région de l'Estrie, où est-ce que je suis établie, il y en a beaucoup qui sortent de l'université, mais ça ne fait pas toujours les meilleurs startups et les meilleurs entrepreneurs parce qu'il y a une complexité là, même liée à la propriété intellectuelle, au fait de valoriser les inventions étudiantes, de sortir en fait de l'université compliquée. Le modèle traditionnel, c'est celui de la spin-off. Ce n'est pas le même modèle que la start-up. Donc, oui, il y a des startups qui émanent des universités, mais il y en a qui viennent de d'autres milieux, notamment des cégeps, et il y en a beaucoup qui émergent de l'écosystème, des gens de la pratique qui vont aller voir des cégeps, des CCTT, ou vont aller dans les universités pour rencontrer des ingénieurs parce qu'ils ont identifié un problème et ils veulent créer une solution et ils vont aller s'allier à ces acteurs-là pour faire un projet start-up. Donc, il ne faut pas toujours penser que c'est plus beau dans la cour du voisin de l'université. Pas du tout, pas du tout. Si je peux me permettre une comparaison internationale, là, vous aurez compris que nous, on fait des recherches avec des données primaires. Donc, on collecte nous-mêmes les données. À l'international, on n'a pas encore eu la chance d'aller faire ce type de recherche-là, mais quand même, on se tient au courant des tendances. Et la France est un super bon terrain avec lequel se comparer parce qu'ils ont des régions qui ressemblent à certaines de nos régions. Donc, je prends par exemple la région de Montpellier, ressemble beaucoup à l'Estrie, dans son historique, dans sa gouvernance et même là, dans certaines caractéristiques sociodémographiques. Ce qu'on observe en France et dans plusieurs régions éloignées des centres urbains, c'est qu'il y a vraiment un retour aux sources, un retour vers les régions et on ne va pas parler de projet entrepreneurial, on va parler de projet de vie. Et je trouve intéressant de le mentionner avec vous, tous les acteurs représentés, c'est que ça a des influences sur la manière dont on va accompagner les entrepreneurs que de considérer le projet de vie. Donc, on va avoir des entrepreneurs super innovants, très techno, mais qui, en fait, ont besoin d'un accompagnement qui est plus grand que seulement celui du développement technologique. Et les régions sont très bien placées pour avoir ce genre d'accompagnement-là. C'est encore un avantage que l'on a, parce qu'en étant en Estrie, mais c'est un avantage qu'on a de pouvoir assurer cette adéquation-là entre l'individu, son projet et la région. Et je me permets de revenir sur la deuxième partie de la question à Mathias, mais quels sont les objectifs de la start-up? Bien, les objectifs, outre d'avoir une croissance qui est plus élevée, outre d'avoir un impact qui est aussi exponentiel, parce qu'on va voir que la motivation à démarrer des startups sont beaucoup liées à la volonté d'avoir un impact, donc d'améliorer le monde. Mais les objectifs sont aussi de créer des emplois de qualité, sont aussi de contribuer à la richesse et à la prospérité de la région. Il y a un sentiment d'appartenance qui vient avec les startups. Et ça, c'est très particulier au Québec, au Canada. Et c'est une distinction aussi avec les États-Unis. Donc, il y a un peu moins cet attachement-là à la terre, à la région. Ici, au Québec, c'est très présent. Je pense qu'il faut l'utiliser aussi comme avantage. Je pense que nos racines, les jeunes, puis les jeunes aussi ne voient pas le monde comme on le voyait. Ils ont une vision de l'entrepreneuriat, comment je dirais, d'impact, justement. Ils veulent faire une différence, pas juste avoir une business, souvent. Donc, c'est là qu'on peut les interpeller avec des choses un peu différentes avec nos milieux.
Complètement. J'aimerais vous soumettre une deuxième question. Je vois le temps qui file. Peut-être, en fait, on pourrait ouvrir juste la période de questions. C'est vraiment comme vous préférez échanger pour la suite des choses. Michel, est-ce que tu as une préférence? Mais moi, je ne sais pas comment faire pour que tout le monde puisse parler en même temps. Ça, c'est ça que tu voulais que je fasse? Oui, bien, ça aurait été... en fait, on peut prendre aussi juste les questions dans le chat et y répondre en live. Je vais toutes leur permettre de parler un après l'autre. Donc, s'ils ont des questions, ils vont pouvoir venir. Bon, comme on a dit, nous, on va partager la présentation et il y a justement 5 questions qu'on voulait vous poser. Je vous invite quand même à y réfléchir et je suis certaine que ça vous sera pertinent. Et qui sait, si un projet se concrétise avec la région de Chaudière-Appalaches, bien nous, ça nous fera déjà une base à partir de laquelle construire, puisque vous aurez réfléchi à ces différentes questions-là. Alors, en principe, j'ai permis à tout le monde de parler. Fait que vous avez qu'à mettre vos micros, enlever le mute si vous voulez poser une question ou intervenir sur la question de Valérie. Peut-être qu'on peut afficher les autres questions aussi en même temps. Oui, mais Maestro Rosanna. Quelques clics. Et voilà, on a 5 questions pour vous. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Soit sur les forces, les priorités, les dynamiques qu'on observe dans la région? Alors, comme toujours dans les webinaires, il y a un petit peu de gêne. J'anime les webinaires chez Main, puis j'ai la même réalité. Je comprends. Mais généralement, dans les sous-groupes, après ça, ça devient plus animé. Ouais. Espérons qu'au moins, ça amène la réflexion au sein de nos équipes. Je pense que oui, ça, j'ai pas de doute. À chaque fois, j'ai des commentaires après. Les gens écoutent ce que vous dites et réfléchissent. Je pense qu'on a des forces dans la région parce qu'entre autres, on a plusieurs CCTT, des cégeps, Centre universitaire des Appalaches. Je vous les avais déjà nommés d'ailleurs, Valérie est au courant. On a l'école d'entrepreneuriat de Beauce aussi qui est très innovant, qui est une autre façon d'amener de l'innovation dans les entreprises. On a également un CCTT à Lévis qui existe depuis 18 ans en biotechnologie. Donc, on a un certain bagage. On a la proximité aussi de la capitale nationale qui a plein de ressources, plein d'experts. Et puis, on en a aussi beaucoup dans la région. Ce qui est fascinant aussi dans la région aussi, on a vraiment beaucoup d'entrepreneurs débrouillards. Donc, ce n'est pas des universitaires, ce n'est pas nécessairement des choses qui vont passer aux nouvelles demain matin, mais c'est des gens très terrain, très axés sur régler des problèmes, justement. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Et c'est très diversifié aussi dans la région de Chaudière-Appalaches, il y a de tout. Donc, autant de l'agricole que quand même très fort, beaucoup de construction, beaucoup de fabrication manufacturier. Et puis, la proximité des services aussi, on a un peu partout sur le territoire. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes de ce côté-là. Puis il y a un autre aspect intéressant là, que je vais me permettre de mentionner, là, puisqu'on a encore plusieurs participants présents, mais c'est que, je mentionnais tout à l'heure là, que la cohabitation PME-startup est super intéressante. Puis j'aimerais ça le souligner parce que on a parlé beaucoup de collaboration, c'est au cœur de cette nouvelle culture entrepreneuriale-là, mais c'est aussi au cœur même des stratégies de développement économique des régions. Les ERAC ont été créés, en fait, pour fédérer, mobiliser les gens, les faire travailler sur des projets communs. Donc, cette collaboration-là entre start-up et PME, elle existe, elle a un nom, elle est documentée, mais elle est peu adoptée encore. Et tout à l'heure, Michel, tu as mentionné qu'il y a certaines PME qui disent qui sont plus dans la compétition parce que c'est des vieux réflexes. C'est très ancré. On est peut-être dans un aspect là, un petit peu plus de secret industriel, de vouloir protéger ses actifs, de ne pas être ouvert. Donc, il y a une des dimensions là, théoriques qu'on utilise qui est la notion de système ouvert ou de système fermé. Le mot à la mode ou qui correspond à ça, c'est l'innovation ouverte. Et donc, cette idée-là qu'on pourrait avoir des PME qui veulent
adopter certaines pratiques innovantes ou adopter même une nouvelle technologie, bien, pourraient établir des liens concrets avec des startups, contribuer d'une quelconque manière à leur financement, au développement technologique et après ça, être un primo-adoptant, donc un early adopter, donc quelqu'un qui adopte cette technologie. Premier acheteur, oui. En fait, une des premières personnes avec qui on pourrait faire un projet pilote et qui sera un partenaire stratégique, donc pas juste un client, mais vraiment un partenaire stratégique dans le développement. Mais ça implique que la PME, parfois, ouvre ses données, ouvre certains procédés, et ça, c'est très difficile. On a, en fait, j'ai une autre vie en parallèle de celle d'être chercheur et qui est de faire de l'accompagnement en entrepreneuriat technologique à l'Université de Sherbrooke. Et là, on a des jeunes startups qui essaient de faire de la collaboration avec des entreprises établies. C'est très difficile. C'est beaucoup de rencontres pour les sensibiliser à la culture start-up, les sensibiliser à ces nouvelles manières de faire là, et ça commence à porter fruit tranquillement, pas vite, mais tout ça pour dire qu'il y a une courbe d'apprentissage et c'est important que les acteurs maîtrisent le langage, la culture start-up et l'innovation pour en fait entraîner ce changement-là peut-être un peu plus rapidement et pousser certaines PME à faire des collaborations avec des start-up. Par exemple, dans la région aussi, on pourrait penser à un Canam ou un Technion, qui sont des très grosses entreprises qui pourraient comme un peu presque incuber ou encourager ou supporter certaines startups. Je pense qu'au Saguenay, il y a Ubisoft là, qui est en train de mettre un modèle en place qui est assez innovant. Je vous en avais pas parlé ici, mais c'est vraiment, ils prêtent une personne à temps plein qui donne accès à leurs ressources, ne serait-ce que pour brasser des idées. Puis eux, ben, ils voient ils se trouvent gros, donc ils veulent garder une espèce d'agilité, d'ouverture à l'innovation, générer plus d'innovation que juste leur équipe de R&D à eux. Donc, il y a vraiment des modèles qui s'ouvrent de plus en plus là, qu'on pourrait aussi bien, complètement. Et puis, en fait, c'est deux axes. Puis je suis contente que tu l'apportes, mais c'est qu'il y a les grandes organisations qui ont déjà adopté la tendance. Fait qu'on a plusieurs exemples. Encore au Québec, il y a Radio-Canada qui a développé son lab d'innovation aussi et qui va accueillir des startups, va accueillir des individus très innovateurs, faire cohabiter avec des employés. On le voit aussi dans les agences design, de publicité. Des chocs de culture. Ben, oui, complètement. De culture, finalement, qui veulent créer. Ouais. Les abrasions créatives et tout ça. Mais là où on ne le voit pas, où il y a un petit décalage et un rattrapage à faire, c'est avec les PME. Et le secteur plus traditionnels, manufacturiers, qui sont très réticents à ouvrir leurs livres. Ça serait à travailler. Chez nous, on en a plein de ça. Puis... Oui, complètement. Ils nous ont dit, montrez-nous comment. Donc, il faut juste trouver comment on va trouver la porte. Mais écoutez, on arrive vraiment à la fin, Valérie. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que vous vouliez amener. Je pense que c'est un échange intéressant. Je sais que les gens vont m'en reparler, même s'ils n'ont pas commenté. Là. On avait eu des discussions avant, donc... Et puis, je sais aussi qu'on sera intéressé. Je sais que vous faites des recherches. Peut-être qu'on regardera aussi pour faire partie de ça avec vous. C'est très intéressant. Est-ce que nous, bien cibler nos forces, nos enjeux, ce qu'on fait de bien, ce qu'on pourrait faire. On sera intéressé aussi d'entendre vos réponses sur ces réflexions-là, des 5 thématiques. Nous, on ouvre un peu le bal avec Chaudière-Appalaches aujourd'hui, mais c'est le genre de réflexion qu'on aimerait avoir avec d'autres régions aussi. Donc, bien intéressé de voir où ça vous amène. Là. Michel, on demeurera en contact à cet effet-là. Bon, bien parfait, je t'en reparle, Joyce, c'est sûr. Bien, un énorme merci à Myriam, à Rosanna, à Joyce, et puis à Valérie aussi, qui était tout le temps en arrière et qui chapeautait tout ça depuis le début. Donc, je sais que vous faites un beau travail aussi avec Main. Alors, j'ai bien hâte. À la suite, on va vous suivre. Et puis, pour les participants, bien, merci d'avoir été avec nous. On va vous faire suivre la copie de la présentation et puis l'enregistrement. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.